Coordinatrice du parcours des NUT pour l'URPS Infirmiers Libéraux et l'Astra Nutrition. Bienvenue au webinaire Prévention et prise en charge des troubles de la déglutition qui va vous être présenté par Pauline Careil, orthophoniste, et en partenariat avec l'URPS orthophoniste. À l'origine, ce webinaire vous a été proposé dans le cadre de la formation Parcours des NUT, qui est un projet porté par l'URPS Infirmiers Libéraux et l'Astra Nutrition. Le parcours des NUT, c'est un projet innovant de repérage et de prise en charge pluriprofessionnelle de la dénutrition des personnes âgées de plus de 60 ans à domicile. Et dans le cadre de la semaine de lutte contre la dénutrition, nous avons également choisi d'ouvrir ce webinaire au plus grand nombre en le proposant à tous. Et je laisse la parole à Pauline. Alors bonjour à tous. Comme ça a été dit dans l'introduction, je vais vous présenter un peu le rôle de l'orthophoniste au niveau de la dénutrition. Ça va notamment parler de la prise en charge et de la prévention au niveau des troubles de la déglutition. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Pauline Careil, je suis orthophoniste en centre hospitalier, principalement en SSR neurogériatrique, mais je travaille aussi en CESAD avec des enfants porteurs de handicap, mais ce n'est pas forcément l'exercice qui va nous intéresser aujourd'hui. Je suis diplômée du centre de formation de Poitiers depuis 2018. Et mon exercice au sein de l'hôpital, ça consiste en la prise en soin des personnes âgées, souvent dénutries, en lien avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a des diététiciennes, des ergothérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée, des kinés et puis les équipes soignantes, donc infirmiers, aides-soignants, médecins. Ça, ce sera le plan de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce sera en 7 parties. On va d'abord voir le lien entre la dénutrition et la dysphagie. En deuxième partie, la dysphagie. En 3, les signes d'alerte et les fausses croyances. En 4, le bilan orthophonique, en quoi ça consiste. En 5, quelles adaptations on peut déjà mettre en place avant un bilan ortho. En 6, les gestes de premier secours. Et en 7, ce sera la bibliographie. Alors, pour cette première partie, lien dénutrition et dysphagie, on va commencer par une définition donc, de la dénutrition. Il en existe des nombreuses, donc je me suis inspirée de l'argumentaire de la HAS, je vais en parler un petit peu après. Et là, j'ai pris celle du club francophone Gériatrie et Nutrition. Donc la dénutrition, c'est un état de santé associant une perte de poids supérieure à 10% en moins de 6 mois à une diminution de la masse corporelle totale, en particulier aux dépens de la masse musculaire, concourant à un risque accru de chute et de maladies infectieuses. Donc, on va avoir de nombreux facteurs de risque chez les personnes âgées pour entrer dans cette définition de la dénutrition, parce que souvent, ils vont moins manger, ils ont très souvent plus de médicaments et ils sont plus à risque, évidemment, de développer des pathologies neurologiques que lorsqu'ils sont plus jeunes. Voilà. L'argumentaire de la HAS de 2007, donc, qui s'intitule « Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée », elle fait toute une liste, en fait, à partir de plusieurs études scientifiques qu'ils ont recoupées. Ils ont fait une synthèse et toute une liste de situations à risque de dénutrition chez les personnes âgées. Et il y a notamment les troubles de la déglutition qui sont nommés. Je vais juste vous mettre une capture d'écran où, en fait, on voit que les situations, elles sont nombreuses. Et on a en deuxième les troubles bucco-dentaires et les troubles de la déglutition qui viennent juste ensuite. Voilà. Alors, ils ont fait un classement, il en existe plein aussi, mais on s'aperçoit que c'est quelque chose d'assez prégnant. Pour la dysphagie, je vous ai mis pareil une courte définition. On parle de dysphagie ou de trouble de la déglutition. Il s'agit d'une difficulté ou d'une gêne à avaler. Donc, ça peut concerner les aliments, les boissons et les médicaments. Tout ce qui va être avalé, donc ça va être aussi la salive, ça peut être le mucus nasal, ce genre de choses. J'ai souligné les médicaments parce qu'on a tendance à les oublier un peu dans la prise en soin. C'est-à-dire, on va parler de l'alimentation, des liquides, et parfois les médicaments, on les met un peu à part, alors que ça fait vraiment partie des choses à prendre en considération. Donc, le lien entre les deux, maintenant qu'on a vu les deux définitions, je vous ai fait en fait 2 encarts avec chaque encart relié par une flèche, parce qu'en fait, ça fait vraiment ce fameux cercle vicieux. Si on prend la dénutrition, donc on a vu que c'était un état de santé avec une diminution du poids, diminution de la masse corporelle totale, et en particulier aux dépens de la masse musculaire. Ça, je l'ai souligné parce qu'en fait, par rapport à la déglutition, ça va altérer les fibres musculaires et squelettiques de l'œsophage, et du coup, ça va renforcer la dysphagie, soit la renforcer, soit la créer.
Et la dysphagie, du coup, forcément, comme ça entraîne une gêne à avaler, on va moins bien manger, moins bien s'hydrater. Et du coup, ça va aussi entraîner la dénutrition ou alors juste l'entretenir. Hein. Donc, la dysphagie est reconnue comme un facteur de risque de la dénutrition, mais du coup, les deux sont vraiment en cercle fermé et du coup s'entretiennent. Alors, la dysphagie. Pauline, est-ce que tu voulais que je lance le sondage? Oh, pardon, j'ai oublié. Non, mais je voulais pas t'interrompre. Pardon. Oui, on peut. J'ai complètement oublié le sondage, pardon. Alors en fait, on avait prévu, Pauline avait prévu un petit quiz en début et en fin d'intervention. Donc, on lance le petit quiz et puis vous y répondez. Et voilà, on en rediscutera du coup à la fin. On peut mettre fin au sondage. Là, vous êtes 61 sur 69 à avoir répondu, donc 88%. Donc, on voit que pour la première question, il y a 97% d'entre vous qui ont répondu non. Donc, est-ce qu'une absence de toux signifie une absence de trouble de la déglutition? Donc, non pour la majorité d'entre vous. La deuxième question, si la déglutition est fonctionnelle mais ralentie, est-ce que cela nécessite une prise en soin orthophonique? Donc, vous êtes 90% à avoir répondu oui. Et puis, la question 3. Donc, peut-on passer une personne âgée en mixé si on a des doutes sur sa déglutition? Vous êtes 72% à avoir répondu oui et 28% à avoir répondu non. Donc, en fait, on va relancer ce sondage à la fin pour voir l'évolution et puis pour que vous puissiez en discuter avec Pauline à la fin du webinaire. Merci à tous. Merci. Bon, je suis désolée pour cet oubli. J'essaierai à la fin de repenser à... Ah oui, on a le résultat qui s'affiche. Voilà. On voit qu'en fait, c'est la 2 et 3e question qui interrogent un peu plus les participants. C'est un peu plus partagé. Ouais. Alors, du coup, sur la dysphagie, je refais un bref rappel. Donc, on parle de soit ça, soit trouble de la déglutition, difficulté à avaler les aliments et ou les boissons et ou les médicaments. Je passe rapidement parce qu'on l'a vu juste avant. Se manifestant par une sensation de gêne ou de blocage. Quelques chiffres. Alors, si c'est bon, c'est passé. Au domicile. J'ai bien souligné au domicile parce que du coup, le parcours d'éNUT, c'est principalement ce qui nous intéresse. Donc, au domicile, la dysphagie est présente chez 9% pour les sujets âgés de 65 à 74 ans et 28% après 85 ans. Et puis, du coup, la prévalence, elle augmente avec l'âge. On remarque, hein, après 85 ans, le chiffre est bien supérieur. Quand vous êtes en institution, quand vous prenez des chiffres, par exemple en EHPAD ou pour les sujets qui sont hospitalisés, c'est bien plus important que ça. Voilà. Donc, ce qu'on peut s'apercevoir aussi, c'est qu'au domicile, la dysphagie, elle est un peu moins présente que quand vous rentrez en institution ou quand, évidemment, vous êtes hospitalisé. Voilà. Au niveau de l'impact du vieillissement sur la déglutition. Donc, c'est toujours dans la rubrique dysphagie, mais du coup, le vieillissement normal. Vous avez une perception du goût qui va diminuer chez les personnes âgées, avec la diminution du nombre du bourgeon du goût, les altérations sensitives et sensorielles qui sont liées à la sénescence, les maladies chroniques et la polymédication. Cet impact sur le goût, ça va favoriser aussi les risques de dénutrition, et d'autant plus en situation de dysphagie. Quand vous sentez un peu moins les aliments, ou quand au contraire les goûts ils sont un peu transformés, forcément, ça va vous donner un peu moins envie de manger. Vous avez aussi l'odorat. Donc l'odorat, ça aide à la perception des arômes. C'est également impacté par le vieillissement. Et vous avez aussi une diminution de la sécrétion de salive et de mucus nasal, toujours lié au vieillissement normal. Pourquoi c'est important cette histoire de diminution de sécrétion de salive? C'est parce qu'elle permet de garder l'humidité en bouche en fait. Donc ça améliore la formation du bolus. Quand vous mangez quelque chose, vous avez une augmentation de la salive pour pouvoir bien former le bol alimentaire en fait, que ça soit bien cohésif. Et puis ça va permettre la salive la perception des différentes saveurs. Donc voilà, ça fait remonter les infos au niveau cérébral. C'est ce qui vous fait dire que ça croustille, ça pique, c'est froid. Ce genre d'informations-là, c'est grâce à la salive qu'on les a et donc on est plus ou moins précis dans ces sensations. Il y a aussi, ça c'est plus une question langagière, mais on a l'expression significative « ça fait saliver ». Hein. Donc on voit bien que l'appétit entraîne la production de salive, d'où l'importance d'avoir envie de manger. C'est un petit peu pareil, une sorte de cercle vicieux. Hein.
vous avez envie de manger, vous avez une production de salive qui fait que quand vous mangez, ça se passe bien. C'est juste pour avoir en tête. Un autre point aussi, c'est que les troubles cognitifs, ça va majorer ces difficultés. Vous avez déjà tout ça, donc le goût, l'odorat, la sécrétion de salive qui diminue. Et quand vous rajoutez des troubles cognitifs par-dessus, le désir de manger, au fur et à mesure, il commence à être quand même beaucoup impacté. Je regarde en même temps, je vois des petites bulles de discussion. Marine et Lola, je ne sais pas si... Oui, on essaie de répondre en même temps dans le chat. Ah oui, d'accord. Voilà, Okay. c'est là notamment sur le replay, donc il y aura bien un replay de disponible et plus particulièrement donc, sur la formation en ligne du parcours des luttes. D'accord. La dysphagie, j'ai fait aussi une diapo sur la déshydratation. Pour les personnes qui souffrent de dysphagie, il y a aussi une déshydratation qui est très souvent présente. Donc, soit en fait, la personne âgée, elle va manger moins d'aliments contenant de l'eau, comme les fruits par exemple, soit les liquides étant à risque, les boissons, elles se retrouvent très réduites. C'est-à-dire quelqu'un qui va boire de l'eau plate et qui fait une fausse route à chaque fois, qui va tousser ou c'est désagréable, ben forcément, il va moins en consommer. Et donc, en fait, la déshydratation va entrer dans le cercle vicieux, dénutrition, dysphagie, et du coup, on rajoute déshydratation. Donc, j'en parlerai à la fin, mais il y a un webinaire qui en parle justement de comment en fait pallier cette déshydratation chez les personnes à risque avec les liquides. Très intéressant. On passe à la troisième partie, les signes d'alerte et les fausses croyances. Alors, au niveau des signes d'alerte, je vous ai fait 2 diapos. Il y a les signes d'emblée évocateurs et après, on a les signes d'alerte, mais qui sont souvent mal interprétés. D'emblée évocateur, ça veut dire en fait, quand vous allez voir ça, pour des personnes qui ne sont pas forcément formées aux troubles de la déglutition, ça va quand même faire penser à un trouble de la déglutition. On va dire, il y a un problème. Voilà. Donc, ça va être une gêne pour avaler, des fuites alimentaires par la bouche, reflux d'aliments par le nez, des blocages alimentaires. Voilà, on dit, ça bloque. Les survenues de fausses routes évidentes, c'est-à-dire quelqu'un qui, voilà, on voit tout de suite qui mange et puis qui se met à tousser très fort immédiatement. Les toux au cours du repas et la modification de la voix au cours du repas. Ces signes-là, souvent, très souvent en tout cas, ça fait penser qu'il y a un problème au niveau de la déglutition. Les signes qui vont être souvent mal interprétés, vous en avez beaucoup plus parce que c'est vrai que la déglutition, c'est quand même très varié, donc c'est beaucoup plus large. Vous allez avoir le bavage, la réduction des prises alimentaires, le maintien prolongé des aliments en bouche, les raclements de gorge, donc les émages comme ça, là. La prolongation de la durée des repas, les modifications respiratoires lors de la prise d'aliments ou de boissons, le refus de participer à des repas en commun, amaigrissement, dénutrition, déshydratation, altération de l'état général, les pneumopathies récidivantes, les épisodes fébriles inexpliqués et les encombrements bronchiques. Par rapport à tous ces signes, il y a notamment prolongation de la durée des repas. Il faut savoir que chez les personnes âgées, c'est normal que ça soit plus long que chez les sujets plus jeunes. C'est environ 45 minutes à 1 heure. Donc en fait, c'est vraiment des repas qui vont être encore plus longs que ça, où là, on peut se dire qu'il y a peut-être un problème pour manger. La personne va vraiment mettre 1h30, 2 heures à faire un seul repas. Dans ce cas-là, ça entraîne quand même de la fatigue, ça entraîne aussi du coup une réduction des prises alimentaires. Voilà. Refus de participer à des repas en commun, c'est aussi quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais ça peut aussi être lié à une difficulté de déglutition. La personne a tendance à s'isoler, à avoir moins envie d'aller manger avec d'autres personnes ou de participer à des repas de famille à cause de ces difficultés-là. Voilà. Pneumopathie, récidivante, c'est que du coup, vous avez très souvent des aliments qui vont tomber dans les poumons, ça s'infecte, la personne va être traitée, il y aura un antibiotique, ça s'en va, mais voilà, ça va revenir, ça va faire des espèces d'allers-retours et on voit que c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment guéri. Donc du coup, ce genre de choses-là, ça doit aussi faire penser qu'il y a peut-être un problème au niveau de la déglutition. Les fausses croyances. Il y en a beaucoup. Donc a priori, là-dessus, vous êtes plutôt clair au vu de vos réponses, mais une fausse route peut être silencieuse. C'est-à-dire que la nourriture peut tomber à côté sans que cela déclenche de tout. On a aussi, et ça, souvent on n'y pense pas non plus, mais on a plus de risques à long terme qu'un épisode aigu. C'est-à-dire que la récurrence des inhalations, le fait que ça tombe dans les poumons,
Ça peut entraîner des complications telles que les pneumopathies, mais il n'y aura pas forcément de fausses routes obstructives. C'est souvent les fausses routes obstructives auxquelles on pense, c'est souvent ce qui fait le plus peur, et ça arrive. Mais au final, on a beaucoup plus de risques avec des inhalations qui sont répétées qu'un épisode obstructif à un instant. L'autre point, c'est une toux n'est pas synonyme de trouble de la déglutition, c'est-à-dire qu'on peut tous faire des fausses routes. Je pense qu'on a tous des exemples en tête, soit pour nous-mêmes, soit pour des personnes qu'on connaît, voilà, qui font des fausses routes par moment. On parle en même temps, on mange trop vite, voilà, et ça passe de travers, que ce soit pour des aliments ou des boissons. On va regarder une vidéo qui va comparer une déglutition normale, normale entre guillemets, qui se passe bien, vers une déglutition avec une inhalation. Et vous allez justement observer si la personne est présente une toux ou pas. Donc vous allez avoir à gauche de l'écran la déglutition normale dans un premier temps, et puis à droite celle avec une inhalation. Vous verrez, c'est ce qu'on appelle, c'est des images de vidéofluoroscopie. Et donc en fait, on voit la personne de profil et on voit en fait, ça va faire un bolus dans sa bouche et on la voit déglutir. Vous allez voir, c'est noir. Donc je vous montre. Donc voilà, déglutition normale, vous allez voir. Et vous avez des flèches. Hop, la nourriture passe très bien dans l'œsophage sans problème. Et ensuite, vous allez avoir de la nourriture qui va rentrer un petit peu dans la trachée. Voilà. Là, on a bien vu, en fait, le noir, c'est vraiment ce qui a pénétré dans la trachée. Et là, on voit que la personne, en fait, quand vous avez une toux, du coup, on voit que ça secoue un peu. Et là, il ne se passe strictement rien. Voilà, ça vient de pénétrer dans les poumons sans que ça pose aucun souci, entre guillemets, c'est-à-dire sur le plan de la sensibilité, ça n'a pas... Voilà, ça n'a pas posé de problème. Donc, les personnes âgées, donc, elles peuvent présenter un ralentissement au niveau moteur, une diminution progressive de la sensibilité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les histoires de goût et tout ça, mais la déglutition, elle peut s'adapter. C'est dans ce cas-là qu'on va parler de presbyphagie, c'est-à-dire que ce n'est pas pathologique parce qu'en fait, la déglutition, elle va rester fonctionnelle. Donc, dans cette diapo, en fait, il y a deux choses. Vous avez les impacts qui sont liés au vieillissement, mais vous avez une adaptation progressive. Et en fait, vous n'allez pas avoir de problème. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, une personne âgée, elle met plus de temps à faire un repas, mais elle se débrouille, il n'y a pas de fausse route, il n'y a aucune complication. Voilà, il n'y a pas d'impact social, il n'y a pas de pneumopathie, il n'y a pas d'éviction de certains aliments. Donc, en fait, elle peut manger des frites, même si elle n'a pas de dents, parce qu'en fait, il y a une certaine compensation au niveau des gencives, ça s'appelle la kératinisation. On observe ça très souvent dans des EHPAD, mais dans ce cas-là, on parle bien de presbyphagie, mais ce n'est pas pathologique. Vous pouvez aussi avoir des fausses routes qui vont être récurrentes, qui vont entraîner une diminution, voire une disparition du réflexe de toux, et dans ce cas-là, il y aura un problème parce que vous allez avoir une infection des poumons, vous allez avoir des pneumopathies. Donc, soit avec ces histoires de ralentissement, avec cette histoire de diminution de la sensibilité, vous avez un peu deux options, quoi. Soit ça marche bien, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, même si c'est un peu plus ralenti, même s'il n'y a pas forcément de dents et qu'on a l'impression, on se dit, oh là là, comment ça se fait que ça marche? Mais ça peut marcher. Et vous avez d'autres situations où là, en fait, vous avez un peu tout ça qui s'est surajouté et la personne, du coup, est impactée. Voilà, ça peut entraîner, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, des pneumopathies, une restriction sur le plan social, une dénutrition, évidemment. Donc voilà, il y a deux choses. On pourra reparler de cette diapo si vous voulez. On passe au bilan orthophonique. Sur le plan administratif, une évaluation de la déglutition, elle peut être réalisée par donc, un ou une orthophoniste, mais aussi par les kinés. C'est aussi dans leur nomenclature des actes. Donc, s'ils sont formés, en tout cas, ils peuvent le faire. C'est sur prescription médicale et c'est remboursé par la sécurité sociale. À partir de quand vous pouvez le demander, ça va être en présence des signes qu'on a vus auparavant, donc d'emblée évocateurs ou les signes qui peuvent être un peu, qui sont souvent mal interprétés. Ça peut être pendant le médecin, donc pendant le bilan, dans le cadre du parcours d'ENUT, il y a un bilan médical à un moment donné. Donc peut-être que le médecin, il aura aussi des doutes en regardant tous les éléments. Il va voir qu'il y a une dénutrition, il va voir que la personne, en fait, au niveau des repas, il y a des choses qu'il a mis de côté, mais parce qu'en fait, il y a des difficultés à manger. C'est à ce moment-là que peut-être le médecin va demander un bilan orthophonique.
Et puis, ça peut être aussi donc, pendant le RCP, donc dans le cadre du parcours DNUT. Alors là, Lola et Marine pourront m'interrompre, mais si j'ai bien tout suivi, vous avez différents bilans faits par les professionnels du parcours. Et les professionnels se rassemblent, c'est ce qu'on appelle le RCP, et lors de cette réunion, avec leurs différents éléments, ça va peut-être converger vers l'idée qu'il y a peut-être une dysphagie chez ce patient-là, et que du coup, il y aurait besoin d'un bilan orthophonique. Voilà. Tout à fait, oui, Voilà. c'est ça. On peut recommander après la RCP, donc la réunion de coordination pluriprofessionnelle, d'avoir un bilan orthophonique et pourquoi pas ensuite, du coup, un suivi orthophonique. Voilà. C'était ça. Au niveau du bilan, en quoi ça consiste? Donc, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a un recueil de données dans le dossier médical. En fait, ce recueil de données, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. On passe beaucoup de temps en fait, à étudier le dossier avant même de... Enfin, avant ou en tout cas en ayant vu le patient, mais en tout cas, ce dossier-là, c'est très important. Donc, c'est nécessaire qu'on puisse consulter les comptes rendus d'hospitalisation. Donc, ça veut dire ça, CRH, le compte rendu d'hospitalisation. Qu'on ait connaissance des antécédents de la personne, s'il y a eu des AVC, un AIT, voilà. Le traitement actuel, mais également s'il y a eu des modifications du traitement. Donc, je pense par exemple, dans les maladies de Parkinson, il arrive très souvent qu'on ait des ajustements par rapport au Modopar, qu'on en rajoute, on en enlève, on change les heures de prise, qu'on ait un peu connaissance de ces différences, de ces différentes variations. Les pathologies en cours, et puis par exemple s'il y a un reflux gastro-œsophagien, s'il y a des investigations au niveau justement gastro ou pas, voilà, qu'on ait vraiment une vue globale de l'état de santé du patient quand on nous l'adresse. On va aussi avoir un recueil de données auprès du patient et ou de son entourage. Donc on va recueillir les habitudes alimentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va prendre au petit déjeuner habituellement, au déjeuner, est-ce qu'il prend une collation à 16 heures, de quoi il s'agit, le dîner, voilà, on fait vraiment un peu le tour. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont évités ou non? Donc, on s'aperçoit que selon comment on pose la question, petit à petit, en fait, on dit « Ah ben non, je mange plus de viande », mais c'est pas forcément par dégoût, mais c'est parce qu'en fait, c'est trop dur ou trop sec. On va demander une description des troubles, c'est-à-dire s'il y a une toux, s'il y a quelque chose qui est trop lent, enfin, comment ça se manifeste. On va aussi s'interroger sur l'hygiène bucco-dentaire. Comment ça se passe pour nettoyer la bouche, les dents, les gencives, l'appareil. Voilà, on va vraiment recueillir beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis ensuite, on va faire un examen clinique et l'observation d'un repas. Examen clinique, on va regarder la voix, la parole, les fonctions un peu cognitives de la personne. Et puis, l'observation d'un repas, ça, ce qui est important, c'est qu'on va l'observer dans le milieu vraiment le plus écologique possible. Donc, le mieux, c'est vraiment quand on observe au domicile, dans les conditions habituelles. C'est-à-dire que si la patiente il regarde la télé pendant qu'il mange, on va observer et la télé, elle sera allumée. Si du coup, on coupe un peu tout, on enlève tout ce côté écologique, ben, on loupe énormément d'infos. Parfois, on a besoin justement d'observer dans le milieu comment ça se passe. Selon les résultats, on va pouvoir faire aussi une demande d'examen complémentaire si c'est nécessaire. Dans ce cas-là, ça peut être par exemple une vidéofluoroscopie. Donc, ça donne l'examen qu'on a vu en vidéo tout à l'heure. Ça peut être des examens sur le plan œsophagien, donc manométrie œsophagienne ou FOGD, ce genre. Voilà, des examens en plus en fait, parce qu'on va faire des hypothèses et parfois on aura besoin d'aller vraiment investiguer plus loin. Ces examens, ils vont souvent demander des compétences sur le plan cognitif. On va demander aux patients de se tenir comme ci, comme ça, de manger, de boire. Donc, du coup, sur le plan cognitif et exécutif. Et donc, il faut que le patient il soit en capacité de réaliser des consignes assez simples. Donc, pareil, dans le cas de patients avec des troubles cognitifs, si c'est pour que ça se passe mal ou que la personne ait des difficultés à faire ces examens, ce n'est pas forcément la peine de les faire. Tout ça, c'est pris vraiment en réflexion avec le patient, son entourage, et puis avec toutes les données qu'on a recueillies auparavant, évidemment. Après le bilan ortho, alors, soit il n'y a pas de changement, on va dire, ben non, en fait, ça va, justement, c'est fonctionnel, et la personne, elle se débrouille comme ça. Ou on va faire une préconisation sur la texture des aliments et ou des boissons. On va préconiser certaines postures.
On va parler de la prise des traitements, voilà, comment ça se passe et puis qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Donc, tout ça, ça va être aussi en lien avec les médecins, les pharmaciens. Voilà. Et très souvent, en fait, il n'y a pas forcément de rééducation orthophonique dans le cadre, chez les personnes âgées. On va faire de l'adaptation, mais il n'y aura pas forcément de rééducation. Donc oui, j'ai rajouté, si besoin, adaptation des textures, mais le mieux, ça reste vraiment une poursuite de l'alimentation au plus près des textures normales, hein, pour conserver vraiment cette fonction de déglutition. On va en parler un petit peu après, mais la modification des textures, elle n'est pas sans risque non plus. Donc en fait, on essaie vraiment au maximum de rester sur ce que le patient connaît, a l'habitude, pour justement garder cette fonction de déglutir. On arrive à quelles adaptations, du coup la 5e partie, au quotidien. Alors là, du coup, je ne vais pas forcément apporter de choses toutes faites, parce que justement, aux postures, on va faire attention. Il n'y a pas de généralisation, c'est vraiment au cas par cas. Donc, je vais parler de la flexion de tête, elle est souvent conseillée. On dit aux patients de tenir la tête droite, voire de fléchir un petit peu. C'est pas toujours ce qu'il faut en fait pour le patient. Il faut vraiment faire attention. Ça peut nuire en fait aussi parfois de conseiller des choses trop générales. Je reparle de la personne avec la maladie de Parkinson par exemple. Les flexions en général, ça entraîne beaucoup plus de complications et difficultés que de facilitation et de sécurité. Donc voilà, on évite un peu les conseils généraux. Par rapport au placement à table, alors ça c'est en général pareil, ça marche. C'est quelque chose qu'on va conseiller assez systématiquement, mais parce que c'est pas une question de c'est pas une question pour déglutir, c'est plutôt une question de protection. Donc, si la personne elle est héminégligente et ou hémiplégique, c'est souvent le cas après un AVC, c'est-à-dire qu'elle a la moitié du corps un peu plus faible, voire paralysée, et puis que, par exemple, elle va négliger tout un côté corporel. Dans ce cas-là, on préconise de se placer du côté déficitaire. Si vous devez aider une personne qui est hémiplégique à gauche, vous allez vous placer de son côté gauche pour qu'elle puisse tourner la tête et en fait éviter de faire travailler son côté plus faible, mais vraiment on va rester sur le côté sain qui va pouvoir faciliter la déglutition. Encore une fois, il y a vraiment besoin d'un bilan souvent pour déterminer ça. Mais pour l'héminégligence et l'hémiplégie, c'est vraiment quelque chose qui permet de protéger. On va rechercher des postures qui ne nécessitent pas une réflexion ou un effort. Encore une fois, on pense aux personnes avec des troubles cognitifs, ce qui est évidemment beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées. Donc, on vise vraiment le fonctionnel. C'est-à-dire que si vous dites, vous devez avoir les 2 pieds comme ça, baisser la tête, vous mettre en apnée, forcer un peu, voilà, ça fait une succession de consignes. Et les personnes avec des troubles cognitifs, on sait très bien que le jour où on n'est pas là, et même pas le jour, mais les 2 déglutitions suivantes où on ne le rappelle pas, ça ne va pas forcément être pris en compte. Et donc du coup, ce ne sera pas pertinent de conseiller quelque chose où on sait que ce ne sera pas forcément mis en place. Donc, on vise vraiment le fonctionnel. D'où l'intérêt de faire des observations écologiques dans là où vit le patient et de la manière dont vit le patient. Hein. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais du coup, c'est ce qui fonctionne le mieux. On va aussi, déjà à la maison, mettre du matériel adapté si c'est nécessaire. Par exemple, les verres à ouverture un peu plus large, ça évite que justement, si l'ouverture est trop petite, la personne aura tendance à toujours mettre la tête en arrière. Donc, pour pas qu'elle ait à trop bouger, un verre à ouverture assez large, ça permet de boire sans forcément devoir mettre la tête toujours en arrière comme ça. Surtout que les personnes, souvent, veulent terminer le verre. Donc, voilà. Et verre à ouverture large, on prend pas forcément, on n'achète pas forcément, on peut chercher déjà chez le patient s'il a quelque chose qui a une ouverture large et ce sera aussi bien. Mais on cherche vraiment, on vise le fonctionnel et des choses que la personne connaisse. Moins il y aura de changements, mieux ce sera. C'est vraiment la chose à retenir. Au niveau des textures modifiées. Donc là, je vous parle de l'IDDSI. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent. Donc c'est, alors excusez, j'ai pas trop l'accent anglais, International Dysphagia Diet Standardization Initiative. Le but, en fait, c'est d'harmoniser les terminologies. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si vous allez dans un EHPAD, vous allez avoir du mouliné, mixé, mouliné, entier, par exemple. Et ailleurs, vous aurez du haché entier. On ne sait pas, en fait, les équivalences entre ces différentes textures. Et donc, cet outil-là, c'est international et ça vise vraiment à ce qu'on ait tous et toutes les mêmes références.
Donc, le but du jeu, ce serait qu'un jour, on dise, voilà, ce patient en boisson, il est en niveau 2, et puis en niveau 7 pour les aliments, et que ça parle à tout le monde. Donc, si vous regardez sur l'écran, vous avez deux pyramides, la pyramide des aliments et la pyramide des boissons. Des aliments aux boissons, ça va du niveau 7 jusqu'au niveau 0. Et tout ça, ça parle vraiment, on parle de niveau, donc, et ça parle pour les boissons d'épaississant, et pour les aliments, on va parler de texture. Je vous en parle juste après, on va un peu introduire ça. Ça a été traduit en français, donc là, c'est révisé en 2021, mais ça a été traduit à la base en 2018. Hein, donc, c'est assez récent, donc c'est pas du tout mis en place partout. Hein. C'est en cours de travail. Donc, les équipes de recherche, elles se sont basées sur différents critères pour établir ces niveaux. Pour les boissons, il s'agit d'un test d'écoulement par gravité en utilisant une seringue de 10 ml, donc celle que je vous ai mise là en photo, comme un outil pratique de mesure objective pour classer les boissons selon leur vitesse d'écoulement. Le but du jeu, en fait, ça va être d'observer le résidu dans la seringue de 10 ml au-delà de 10 secondes d'écoulement. Donc, en fait, on met 10 ml de liquide. Par exemple, vous mettez 10 ml d'eau plate dans la seringue. Pendant 10 secondes, vous laissez couler naturellement. Vous bouchez la seringue au bout de 10 secondes et vous observez quel résidu vous avez. L'IDDSI a déterminé, par exemple, que quand il n'y a plus rien, vous êtes à un niveau 0. C'est-à-dire que de l'eau plate, vous êtes au niveau liquide, voilà. À un niveau 3, par exemple, au niveau de la seringue, il vous restera au-delà de 10 ml. C'est-à-dire que la vitesse d'écoulement sera beaucoup plus lente parce que c'est plus épais. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, vous me direz. Au niveau des aliments, cette fois, la revue de littérature a mis en évidence que les propriétés de dureté, cohésion et adhérence étaient des facteurs importants à prendre en compte dans la description des textures. Donc, ils ont pris ces trois choses, dureté, cohésion, adhérence. En outre, la taille et la forme des échantillons d'aliments ont été identifiés comme des facteurs de risque de fausse route. Ça veut dire qu'en gros, la taille des morceaux, forcément, si vous prenez du steak haché et vous le coupez que en 4, le morceau est trop gros et si vous faites une fausse route, ça va forcément obstruer la trachée. Donc en fait, ils ont identifié que la taille des morceaux était aussi importante. Donc, selon les niveaux, vous allez avoir des morceaux qui vont être vraiment tout petits pour qu'en gros, au niveau de la trachée, si jamais il y a une fausse route, ce ne soit pas obstructif. Je vous ai mis un exemple, le niveau 5. Donc, vous voyez, il y a la description et les caractéristiques, et ensuite les principes physiologiques qui justifient le choix de ce niveau. Le niveau 5 qui s'intitule finement haché et lubrifié, on voit que ça peut être consommé à la fourchette ou à la cuillère. Donc après, il y a d'autres petits points. Et ce qui est en gras, c'est en fait la taille justement des petits grumeaux qui vont être visibles. Donc chez les adultes, ça doit être une largeur inférieure ou égale à 4 mm et une longueur maximum de 15 mm. Donc c'est vraiment petit. Hein, ça correspond peut-être à une espace de dent de fourchette, quoi. Et les grumeaux doivent être faciles à écraser avec la langue. Donc voilà, c'est vraiment très bien décrit. C'est très précis. Voilà, donc ça demande beaucoup de rigueur quand on veut essayer de le mettre en place. Et du coup, c'est vraiment pas facile à mettre en place, mais c'est très intéressant. Ça permet vraiment que tout soit harmonisé. Toujours dans le niveau 5, vous avez ensuite dessous tous les tests qui existent pour justement vérifier que c'est un niveau 5. Vous avez un test de pression à la fourchette, un test d'égouttement à la fourchette, test à la cuillère inclinée, et on vous décrit encore une fois comment doit être l'aliment que vous testez pour savoir si ça correspond à un niveau 5 ou pas. Les textures modifiées, elles ont un impact sur le plan nutritionnel. Enfin, je me suis perdue. C'est-à-dire que le passage en mixé par précaution, c'est-à-dire en gros, on se dit il y a un risque, on va un peu ouvrir le parapluie et on passe en mixé, il n'est pas sans conséquence. Le fait d'être en mixé, vous avez moins de fibres, ce sont des aliments cuits, vous avez moins de fruits et de légumes crus. Vous ajoutez du liquide, donc les nutriments ils sont dilués, et puis vous avez une perte de la fonction masticatoire. À partir du moment où c'est mixé, forcément, il n'y a plus besoin. Donc vous pouvez avoir une perte de cette fonction. Si la personne elle mange un peu moins, le fait d'avoir des nutriments dilués, du coup, forcément, ça fait moins d'apport. Hein. Donc après, c'est plus le côté justement nutritionnel. Mais dans ce cas-là, on rentre très rapidement au cercle vicieux de départ, c'est-à-dire la dysphagie, qui va entraîner la dénutrition, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est important d'essayer de ne pas entrer dans ce cercle vicieux. Donc le passage en mixé par précaution, justement, c'est vraiment à éviter. Hein. Et on remarquera avec l'IDDSI qu'il y a beaucoup d'étapes avant de passer au niveau mixé, qui correspond à un niveau 4. Hein. Donc on a 7, 6, 5 et le 4. Et vous avez même le niveau 3 pour les aliments, qui est du liquéfié.
Pour les liquides, vous avez la possibilité d'utiliser une poudre épaississante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Clinutren Thicken Up Clear. Il en existe énormément sur le marché, mais j'ai mis celle-ci parce que du coup, c'est la seule qui est remboursée. Donc, ce n'est pas de la pub, mais du coup, la seule poudre remboursée depuis, ça fait pas si longtemps que ça fait moins d'1 an, je crois, c'est celle-ci. Voilà, je ne vous ai pas mis de mode d'emploi, hein, mais c'est au dos, vous avez des mesures d'indiquer. Et puis, en fait, il suffit vraiment de vous mettez un liquide, vous mettez la poudre, vous mélangez bien pour que ça soit homogène, vous attendez un petit peu que ça épaississe et ensuite, vous obtenez le niveau désiré. Ça s'utilise avec toutes les boissons, chaudes, froides, pétillantes, tout ce que vous voulez. Et puis après, c'est vraiment important de vraiment doser pour pas, encore une fois, qu'on ait cette espèce de colle à tapisserie avec la cuillère qui tient au milieu. Hein. L'épaissie, vous pouvez avoir des choses qui ressemblent à du yop, hein, qui sont épaisses comme ça, mais du coup, ça coule. Donc, c'est vraiment important d'avoir des différentes gradations pour justement éviter tout ce qu'on a dit tout à l'heure, déshydratation, dénutrition. On pose aussi parfois la question d'aliments interdits. Donc, en fait, on parle plutôt de texture à risque augmenté de fausse route. Vous avez en fait l'aspect éthique où en fait, on ne peut pas interdire quelque chose à quelqu'un et ça va toujours être fait selon l'avis et les souhaits du patient, tout le temps, ou en tout cas de l'entourage. Hein. Donc, il n'y a pas d'aliments interdits. On va éviter justement ces aliments, ces textures à risque augmenté de fausse route, mais il n'y a pas d'aliments type à enlever. Donc, on va éviter les aliments trop secs, pâteux, adhérents, les mélanges liquides solides. Donc, ça vaut pour le verre d'eau et la gélule. Hein. On va en parler un peu après. Les fragmentés, les textures effritées, le filandreux. Et surtout, on garde en tête la nécessité de conserver le plaisir de manger. C'est ce qui va être avant tout permettre de tomber justement dans le cercle vicieux des nutritions, dysphagie. Mélange liquide-solide, ça va être la salade de fruits, mais ça ne veut pas dire qu'il faut enlever la salade de fruits, mais on peut mettre les fruits d'un côté et le liquide de l'autre. On parle aussi souvent du riz, où on dit que le riz est à éviter. Le riz, il est fait en risotto, s'il est fait le riz au lait, par exemple. Alors, j'ai en tête le riz au lait industriel, donc ça dépend comment chacun cuisine. Mais le riz au lait industriel, le riz, il est bien cuit. Et le lait autour, vraiment, il est pas dissocié. Vous voyez, ce n'est pas un liquide séparé. C'est vraiment, ça englobe bien le riz. Et du coup, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème non plus. Vous voyez, ce n'est pas un mélange liquide solide, ce n'est pas quelque chose qui va être fragmenté. Donc, le riz en lui-même n'est pas forcément problématique. C'est vraiment la manière dont on le cuisine. C'est important à garder en tête parce que sinon, on peut enlever énormément de choses. Au niveau des adaptations, des choses qu'on peut faire aussi très vite, ça va être l'hygiène bucco-dentaire. C'est vraiment un soin qui est primordial, qui est à poursuivre tout le temps, tous les jours, et en tout cas qui est vraiment à encourager quand on va chez les gens. Et d'encourager un suivi bucco-dentaire si besoin, avec plus ou moins un appareillage. C'est pareil, l'appareillage, il faut vraiment consulter parce que ce n'est pas forcément systématique. Quelqu'un qui n'a plus de dents, et comme je disais tout à l'heure, où c'est fonctionnel, ça va beaucoup plus entraîner de troubles si d'un coup on remet des dents que si on laisse comme ça parce que ça fait des années où la personne elle n'a plus de dents et du coup elle s'est adaptée. Hein. Donc c'est à prendre au cas par cas encore une fois. Pourquoi du coup c'est important? Ça permet de conserver les dents qui restent déjà. Ça, au niveau du goût des aliments, forcément c'est mieux quand on a une bouche propre et que c'est pas plein de ce qu'on a mangé la veille. Ça évite et ça limite les atteintes microbiennes. Je vais revenir. Et puis, ça permet d'éviter une bouche trop sèche. Les atteintes microbiennes, forcément, vous avez plus de risques si la bouche, elle n'est pas propre. Et le problème, c'est que pour quelqu'un qui va vite faire des fausses routes, qu'elles soient silencieuses ou pas, si vous avalez un petit peu de pain ou ce genre de choses, mais qu'en plus, vous avez, par exemple, les microbes de la bouche pas propre, forcément, au niveau pulmonaire, ça va vraiment être beaucoup plus sévère comme infection que si vous avez de l'eau, par exemple, avec une bouche propre. C'est vraiment quelque chose, il y a plusieurs études, alors je ne les ai pas notées là, mais il y a pas mal d'études qui montrent que l'hygiène bucco-dentaire, c'est vraiment une des choses prioritaires à prendre en considération. Et la bouche sèche, c'est parce qu'on a aussi parfois, les produits hydratants, ils vont parfois être nécessaires, parce que malgré une bouche propre, en fait, vous avez des traitements qui entraînent cette sécheresse-là. Et on a vu tout à l'heure l'importance d'avoir une bouche humide, hein, l'importance de la salive, du mucus.
J'ai mis confère, fascicule bucco-dentaire. J'ai envoyé, Lola et Marine, je ne sais pas, je vous avais envoyé par PDF un fascicule qui reparle bien de tout ça. On pourra en reparler à la fin, mais du coup, ça pourra vous être envoyé si ça vous intéresse. Il y a plein de choses et il y a plein de situations aussi, c'est-à-dire pour une personne qui n'est pas indépendante, comment ça se passe, pour une personne qui est au fauteuil, pour une personne qui refuse, pour les personnes aussi justement qui ont des fausses routes au liquide, comment on fait, parce que du coup, il y a un risque. Donc voilà, il existe souvent des fois des gels un peu dentaires comme ça qu'on peut passer et qu'on peut enlever après avec une compresse sans qu'il y ait besoin de mettre de liquide. Voilà. Voilà pour les chaînes bucco-dentaires. Au niveau de la prise des traitements, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent oublié. Mais en fait, vous avez normalement une adaptation de la galénique. Donc la galénique, c'est la forme du médicament. Qui doit être faite dès la prescription médicale au profit de poudres, de gouttes, enfin de choses qui sont beaucoup plus faciles à avaler que des gélules ou des comprimés. Ça fait partie des recommandations de la HAS, j'ai mis dans la bio, mais c'est quelque chose que moi je vais mettre parfois à la fin du bilan pour le médecin parce qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il soit dysphagique. Chez la personne âgée, normalement, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, qui devrait être systématique, d'essayer au maximum de mettre des poudres, des gouttes. Dans ces cas-là, on va essayer de les diluer dans un petit peu de compote ou de laitage. Et même si c'est des gélules ou des choses comme ça qu'on ne peut pas justement écraser, on va essayer d'enrober plutôt avec de la compote ou du laitage plutôt qu'avec un verre d'eau. Pour les laxatifs, on a remarqué à l'hôpital que c'était, enfin l'hôpital, là où je travaille, en tout cas, on a pu observer ça. Quand vous le mettez avec le yaourt ou la compote, ça va liquéfier. Ça vous fait vraiment quelque chose de très liquide. Donc, c'est pas ce qu'on veut obtenir pour des gens qui sont dysphagiques au liquide. Mais avec le fromage blanc, ça fonctionne bien. Donc, du coup, on privilégie. Et par rapport au laxatif, c'est ça que je voulais dire aussi. On pense souvent que justement le Lansoil, vu que c'est un peu en pâte, en gelée comme ça, on se dit que c'est mieux. Mais le Lansoil et la mélaxose, je crois, ça contient de la paraffine. Et du coup, c'est vraiment à éviter chez les gens dysphagiques parce que la paraffine, c'est pneumotoxique. Donc justement, si c'est inhalé, ben, vous allez majorer en fait le risque de complications pulmonaires. Donc on évite vraiment le Lansoil chez les personnes dysphagiques. Les gestes de premier secours, vous allez voir, ça, je vous ai mis, c'est une petite vidéo humoristique. C'est pour retenir si jamais ça arrive. Voilà. On sait que des fois, l'humour, ça permet de bien mémoriser. Donc, du coup, voilà, je vous laisse visionner. Le son n'est pas très fort. Du coup, n'hésitez pas à augmenter le volume de votre ordinateur. Et sinon, il y a les sous-titres quand même. Donc, même si vous n'entendez pas forcément, vous pourrez voir le contenu. Je suis très contente de voir. C'est du simple. Tu peux t'imaginer. Il fallait partir en partir en ailleurs. Dans les tutos Croix-Rouge, aujourd'hui, on va aborder les bons réflexes à adopter en cas d'étouffement. Si la victime tousse, laissez-la tousser et demandez-lui de se calmer jusqu'à reprendre une respiration normale. Un étouffement est grave quand la victime ne peut plus parler. Cela veut dire qu'elle ne peut plus respirer. Si la victime est consciente, vous pouvez commencer les gestes de premier secours. Positionnez la victime debout, penchez-la vers l'avant en soutenant sa poitrine d'une main. Alors, imaginez que la victime et de réguler un maximum de 5 claques entre les omoplates. Voilà, c'est là les omoplates. Allez-y franco sur les claques. Il n'y a pas de risque et c'est une question de secondes. Si les claques ne fonctionnent pas, effectuez une simple compression abdominale. Ça devrait faire la peine. Voilà, c'est bien ça, une compression abdominale. Et si vous voulez en savoir plus sur les gestes qui s'ouvrent, venez vous former à la Croix-Rouge française. Ciao les amis!
Donc voilà, c'était pour... comme ça, on aura un peu en tête les histoires des 5 tapes dans le dos et des compressions abdominales si jamais il y a fausse route obstructive. Je vous ai juste mis cette image parce qu'en fait, parfois, chez les personnes âgées, elles vont être en fauteuil roulant. Donc, vous avez l'image là de droite où en fait, il faut vraiment se mettre derrière avec malgré le dossier du fauteuil roulant et faire les compressions abdominales à cet endroit-là. Si la personne elle va être en surpoids, il va falloir l'allonger au sol en fait pour pouvoir vous mettre par-dessus si vraiment vous ne pouvez pas faire ces compressions abdominales. Voilà. Le mieux, hein, du coup, ce que je viens de vous dire, ça ne considère pas une formation de premier secours. Hein. Donc, si jamais il y a besoin, il ne faut vraiment pas hésiter à se former. Ils font ça très bien, beaucoup mieux que moi. Donc, voilà. Je vous ai fait une petite diapo de choses à retenir. Voilà. Donc déjà, le cercle vicieux, dénutrition et dysphagie, où l'un et l'autre s'entretiennent. Les signes d'alerte qu'on a vus au départ, d'emblée évocateurs, mais aussi ceux qui peuvent nous alerter de manière un peu plus indirecte. Les impacts des textures modifiées, hein, on ne sort pas forcément l'option parapluie. Parfois, il faut vraiment faire appel pour avoir un bilan. Et avec l'intérêt de rester au plus près des habitudes alimentaires. Hein. Rééducation que j'ai mis entre guillemets fonctionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une rééducation en tant que telle au cabinet, mais du coup, la meilleure rééducation, ça va être en fait les repas au fil des jours. Hein. Donc vraiment, et puis garder en tête l'idée des SI avec des choses qu'on peut avoir, voilà, des niveaux, et pas forcément passer du normal à du mixé. Il y a des étapes entre les deux. Garder en tête, très important aussi pour vraiment éviter ce cercle vicieux, c'est le plaisir de manger. Donc ça veut dire, ça comprend les saveurs, les textures, une jolie vaisselle, le bruit, les odeurs de cuisine. Tout ça, c'est vraiment très important et ça contribue toujours à cette envie en fait et cette appétence à manger, qui est très importante chez les personnes âgées. Et l'hygiène bucco-dentaire, qui est quelque chose d'assez vite oublié, mais très important. Vraiment, faut y aller là-dessus. Pour aller plus loin, au niveau de la déshydratation, donc je vous ai mis le lien. C'est un webinaire, il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Il faut rentrer des petites infos à nom, prénom, adresse mail. Mais ensuite, c'est gratuit et c'est intéressant sur comment justement accompagner des personnes dysphagiques et donc dénutries et déshydratées aussi. Pour les recettes mixées, il y en existe plein, je vous ai mis que 2 liens. Mais voilà, sur les recettes mixées clan, vous avez aussi des petits conseils pour enrichir. Alors ça, c'est plus le côté diète, mais ça peut être intéressant. C'est vraiment à destination des aidants. Donc voilà. Le livre Vivre au quotidien avec des troubles de la déglutition, il a été fait par Virginie Ruglio en 2012. Donc elle le dit elle-même, il faudrait qu'elle le mette un peu à jour, mais du coup, il est vraiment super pour, pareil, la personne âgée et son entourage. Ça donne déjà des bonnes bases, même s'il y a des petites choses qu'il faudrait réactualiser, mais voilà, c'est normal. Plaquettes pour les soignants, je pense que c'est quelque chose que je vous avais envoyé, Lola et Marine, je peux le retrouver dans un mail à destination des différents participants. Oui. Ouais, vous les avez reçus. Et puis le site l'INUT, Centre Ressources Nutrition, il y a énormément de choses sur ce site, c'est super aussi. Et puis la traduction de l'IDDSI, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré là pour le niveau 5, vous avez ça pour tous les niveaux. Vous avez une description de voilà, comment mesurer. C'est un peu long, c'est sûr, mais c'est intéressant si vous voulez jeter un œil. Voilà. Et la bibliographie, donc ça fait ici, et puis vous avez l'autre page aussi. Voilà, pour moi. Merci Pauline. Du coup, on relance le sondage. Et puis après, oui. Du coup, il y a eu pas mal de questions, à la fois dans le chat et dans le Q&R. Donc voilà, on va les reprendre une à une. Je vous propose de clôturer le sondage, même si vous êtes encore 5 à ne pas avoir répondu. Puis il y a quelques personnes qui ont dû partir. Donc je mets fin au sondage. Voilà. Et donc on va partager les résultats. Voilà. Donc, Pauline, du coup, je te laisse prendre la main. On voit que c'est finalement encore plus controversé sur la deuxième et la troisième question que tout à l'heure. Donc, voilà, je te laisse répondre. Donc, est-ce qu'une absence de tout signifie une absence de trouble de la déglutition? Du coup, pas forcément. Hein. Donc, c'est non, effectivement. Une absence de tout, ça peut très bien vouloir dire quand même qu'il y a des fausses routes qui peuvent être silencieuses, qu'on ne voit pas forcément. Si la personne elle a plus de sensibilité au niveau trachéal, du coup,
Ça peut très bien passer, c'est ce qu'on a vu sur la petite vidéo tout à l'heure, ça passe, mais il n'y a aucun réflexe de tout, il n'y a rien qui nous signale que c'est passé de travers. Donc c'était non. Si la déglutition est fonctionnelle mais ralentie, est-ce que cela nécessite une prise en soin orthophonique? Alors du coup, c'était un peu tordu comme question, mais c'est non, en fait, parce qu'on garde vraiment le côté fonctionnel. Ça marche, en fait, ça marche au quotidien. Ça a beau être ralenti, mais si c'est juste ralenti, mais que du coup, quand ça reste fonctionnel, ça veut dire que la personne, elle passe pas 2 heures et demie de son temps à table, hein. C'est juste un petit peu plus long que ce qu'on a l'habitude, mais en soi, la personne, elle s'en sort, elle mange bien. Il n'y a aucun impact, il n'y a pas de pneumopathie, il n'y a pas de dénutrition, il n'y a pas de déshydratation. Donc, non. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de prise en soin orthophonique. Après, peut-être il y a des gens qui ont pensé prise en soin bilan, je ne sais pas. Mais prise en soin, j'entendais vraiment un accompagnement, une rééducation. Dans ce cas-là, c'est non. Mais parfois, il y a un bilan au préalable qui dit que tout va bien. Peut-on passer une personne âgée en mixé si on a des doutes sur sa déglutition? Là, c'était non. C'était non, vraiment, il y a vraiment des risques à passer la personne en mixé. Il y a une autre étude que je vais pouvoir retrouver, que je pourrais mettre, que je pourrais faire envoyer, qui dit bien qu'en plus, le fait de passer en mixé, ça réduit absolument pas le risque de fausse route. Et une personne âgée qui justement fait une fausse route avec du mixé, suffit que ce soit un petit peu épais ou adhérent, et bien alors là, vos compressions abdominales, en plus, elles vont pas marcher. Parce que du coup, ça va encore moins vite s'expédier, par exemple, qu'un morceau. Donc en fait, c'est vraiment non. Et on retient aussi l'idée qu'il y a des grades, c'est-à-dire qu'il y a le entier, il y a le mixé, mais entre les deux, il y a aussi autre chose. Donc voilà, et on est bien sur la personne âgée au domicile, hein, pas une personne âgée ni en EHPAD ou pas forcément hospitalisée. Donc du coup, c'est autre chose aussi quand la personne elle est en AVC et qu'elle est en période aiguë. Je n'ai pas forcément rappelé au départ, mais c'est vraiment dans le cadre du projet DENUT, quoi. Voilà. Je réponds aux questions du coup, les questions de la discussion. Oui, alors il y a aussi des questions sur Q&R. Il y a 3 questions sur le petit onglet Q&R et puis il y en a pas mal d'autres dans le chat aussi. Alors du coup, existe-t-il une courte formation sur les troubles de la déglutition accessible aux diététiciennes dans le but de les détecter et d'adapter la prise en charge alimentaire? Alors oui, je pense qu'il y a des formations accessibles aux diététiciennes, mais alors par quelle, je ne sais pas, parce que mes collègues diètes m'en ont parlé, elles m'avaient montré, mais je ne sais plus par quel organisme de formation. Mais je me rappelle, mais c'est pas non, vous ne proposez pas des formations au SRAE là-dessus? Non. Alors nous, à la SRAE, non. En revanche, on peut se renseigner et je vois que dans le chat, il y a des formations organisées par l'AFDN en fait sur le sujet. C'est peut-être ça alors. Ouais, via l'AFDN, c'est Alice oui, qui disait ça. Mais effectivement, on peut se renseigner pour faire un petit panorama des formations. Et sinon, il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'il existe un DU sur Montpellier. Oui, voilà. effectivement. Ouais. Bon, je peux me noter ça et puis on voit ça avec Lola. Oui. Faire Et après, donc, pour les détecter, donc, je n'ai pas forcément parlé de tout ça dans le but de détecter les troubles de la déglutition. On fait vraiment une distinction entre dépistage et évaluation. Le dépistage, ça va être à des personnes non formées à la dysphagie, donc formées un peu aux troubles de la déglutition, mais qui ne sont pas experts comme kiné ou ortho. Et du coup, ce dépistage, ça va vraiment être une réponse binaire. Oui, il y a un risque de trouble de la déglutition ou non, il n'y a pas de risque. Donc, c'est souvent comme ça qu'on va former les personnes qui sont auprès du patient. Hein. Donc, ça va être, nous, à l'hôpital, ça va être médecin ou infirmier. Et puis après, adapter la prise en charge alimentaire. Du coup, sur le plan diète, oui, c'est souvent, en plus, on fait très souvent appel par rapport à l'enrichissement, parce que souvent, quand on adapte, voilà, ça manque de nutriments ou ce genre de choses. Est-ce qu'il faut également éviter les fruits trop juteux, comme les raisins, par exemple, ou si une pomme ou une poire sont trop juteuses, il faudrait éviter de les donner telles quelles? En fait, ça dépend de à quoi la personne, qu'est-ce qui pose problème. Mais pour une personne qui a des problèmes avec ça, évidemment, les raisins, on va éviter. Il y a la peau, il y a le jus, il y a les pépins. Ça fait énormément de manipulation en bouche, en fait, pour gérer tout ça. Et pareil, pour une pomme ou poire trop juteuse, oui, c'est ça, ça va dépendre, en fait, de comment est cette pomme ou cette poire, quoi, hein. Et puis, pas hésiter, des fois, les fruits, c'est possible, mais pas forcément en gros morceaux. C'est très variable selon la personne, en fait. Donc, ça peut être à éviter. Et c'est vrai que les raisins, ça fait partie, comme les clémentines ou ce genre de choses, ça fait partie des textures à risque. Mais à voir après au cas par cas. Et puis la dernière de ce petit encart, diététicienne en EHPAD, notre problématique est
qu'un ou une orthophoniste répondent à nos demandes de bilan, souvent très prises, ne souhaitant pas se déplacer en EHPAD, comment faire? Je me suis intéressée, il existe un DIU dysphagie sur Montpellier. Est-il possible par ce DIU de faire les tests analyse de déglution comme c'était précédemment? Merci pour votre intervention. Oui, c'est le gros problème qu'il y a. Voilà, il y a une grosse pénurie d'orthophonistes, c'est sûr. Il y a des formations qui sont faites. Alors, le DIU, je ne sais pas à qui il est ouvert, je ne le connais pas assez. Je m'y étais intéressée, mais du coup, je ne sais pas jusqu'où il est ouvert. Je pense qu'il y a des médecins, c'est possible, les orthophonistes. Je ne suis pas sûre que vous puissiez y assister, mais c'est vraiment à vérifier. Parce qu'en fait, au niveau des évaluations, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir les dépistages et l'ortho ou kiné, ils vont vraiment faire les évaluations en fait, du patient. Mais ça ne va pas être ouvert en termes de compétences après à d'autres professionnels. Voilà, c'est vraiment différent. Donc, voilà. Après, avoir le DIU, ça peut quand même rester très intéressant. Et il existe d'autres formations pour vraiment apprendre à dépister les troubles de la déglutition. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, c'est oui ou non. Et après, il faut effectivement essayer de trouver au maximum pour qu'il y ait quelqu'un, essayer de se battre, entre guillemets, pour qu'il y ait plus d'orthophonistes sur le terrain, plus d'orthophonistes dans les EHPAD ou dans les prises en charge au domicile, parce que je suis d'accord, ça manque vraiment. Alors, il y avait une réponse, a priori, le DU à Montpellier est accessible aux orthos, médecins et diètes. Ortho, médecin, bon ben voilà. Ça répond. Alors bah, du coup, je l'ouvre. Tac, tac, tac. Il y en avait beaucoup. Hein. Cette poudre épaississante est prescrite par le médecin. Donc oui, c'est une prescription médicale. Le fascicule bucco-dentaire. Compote et laitage, c'est froid. J'ai une patiente qui ne peut avaler ses médicaments qu'avec du chaud, sinon ça reste dans la trachée. Ben, en fait, après, si elle préfère avec du chaud, enfin si ça passe mieux avec du chaud, ça peut être avec de la purée ou des choses en fait, des choses qui vont bien envelopper en fait le médicament ou la poudre ou les gouttes. Et important aussi, mais je pense que vous êtes plutôt sensibilisé à la chose, mais on évite de mélanger avec toute la purée. Enfin, c'est comme la compote, si c'est des petites gouttes ou si c'est un petit peu de poudre, on essaie de mélanger avec juste ce qu'il faut d'aliments pour que le reste ne soit pas dénaturé par le goût du médicament. On essaye au maximum que le goût soit préservé. En rééducation, intérêt des sollicitations sensorielles, notamment à l'odorat, entraînement des praxies pour tonus bucco-facial. Après, du coup, je ne sais pas si c'est une question ou pas. Sur le plan sensoriel, c'est sûr que c'est très intéressant. Sur le plan des praxies, les études ne montrent pas forcément de mieux. Et puis, ça dépend en fait vraiment de la personne et de ce qu'elle a en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas forcément d'intérêt, parce qu'on le voit une fois par semaine et qu'il y a un entraînement des praxies, je pense que le meilleur entraînement pour le tonus bucco-facial, ce sera vraiment les repas au jour le jour. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, Ouais, Florence. S'il y a d'autres choses. Oui, non, je ne sais pas si on m'entend. Si, c'est bon. La question, parce qu'effectivement, moi, quand je vois le ralentissement, ça dépend du contexte. Si c'est effectivement lié au vieillissement, je ne vais pas forcément intervenir, mais si je sens qu'il peut y avoir un risque de dysphagie derrière, c'est vrai que je vais venir soutenir les personnes qui perdent le moral, ça dépend vraiment du contexte, mais du coup, de redynamiser, de redonner du tonus. Voilà, je trouvais que c'était ça qui pouvait être intéressant dans la rééducation orthophonique. Oui, c'est sûr. Et puis ça dépend aussi de la pathologie de la personne. Hein. Il y a des pathologies où ça va vraiment être nécessaire de renforcer ce tonus parce que justement, il n'y en a pas suffisamment. Donc après, c'est à voir et ça va vraiment être pareil, le bilan ortho qui va déterminer ce qu'on va pouvoir faire avec cette personne-là. C'est vrai que moi, souvent, les personnes que je vois, elles vont être... au final, ça va être un vieillissement, mais il n'y a pas forcément de pathologie particulière. Ça va être une altération de l'état général ou ce genre de choses. Ça va être des traitements pas forcément adaptés ou qui sont trop nombreux. Et du coup, au final, au niveau des praxies, il n'y aura pas forcément de mieux. Mais très souvent, c'est des gens qui mangent très peu, qui sont dénutris, en fait. Et du coup, sur le plan musculaire, ça chute aussi, quoi. Voilà. Donc ensuite, il y avait une autre question, c'était que penser de la stimulation musculaire par le froid avant repas?
Je reste aussi assez. En fait, c'est pas que ça fonctionne pas, hein. Il y a des gens pour qui je pense que ça peut. Pardon. C'est pas forcément que ça fonctionne pas, c'est que c'est comme tout, avant repas, ça veut dire qu'il faudrait faire cette stimulation avant tous les repas, donc petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner, et puis voir en fait ce que ça apporte à la personne de faire cette stimulation par le froid juste avant. En fait, on va le faire dans certains cas, c'est-à-dire des gens avec une atteinte ORL. Très souvent, on va le faire parce que justement, ça va stimuler sur le plan sensoriel, ça va permettre de mieux ressentir et c'est une vraie rééducation à part entière. Mais du coup, c'est vraiment des gens que j'ai pas forcément, qui ne sont pas concernés par ce qu'on vient de décrire. Alors, ils sont concernés par le risque, dysphagie, dénutrition, mais là, il y aura vraiment une vraie rééducation en ortho, une rééducation orthophonique derrière, où là, on va faire des stimulations, du sensoriel, on va rééduquer au niveau du tonus, au niveau musculaire. Voilà, ça peut dépendre. Mais c'est quelque chose que moi, je ne pratique pas avec l'ensemble des personnes âgées que je vois. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Encore une fois, la rééducation, elle va se faire vraiment par les stimulations, par ce qu'elle va manger, ce qu'elle va boire au quotidien, qui va être le plus divers possible. Et vu que c'est 3 à 4 fois par jour, c'est ce qui va être le plus stimulant pour eux. La FDN. D'accord, DU, oui, voilà, orthomédecin, je ne savais pas. Après, les questions qui restent, c'est essentiellement sur la formation. C'est est-ce qu'elles se valent toutes? Est-ce qu'il existe une formation courte sur la dysphagie? Voilà, donc c'est essentiel. Après, je peux regarder pour les formations sur les dysphagies, hein, parce que pour les personnes qui ne sont pas ortho, je ne connais pas trop, je connais pas suffisamment en fait. Ok, effectivement, on peut nous essayer de regarder en fin de semaine, enfin ou semaine prochaine, et puis toi de ton côté, Pauline, si tu envoies, éventuellement, et puis comme ça, on enverra du coup aux participants. Pas de souci. Si on observe qu'un patient fait une fausse route liquide, il vaut mieux tester en premier l'eau gazeuse ou l'eau gélifiée, quelle gélification. Alors ça, du coup, ça va dépendre en fait. Fausse route au liquide, donc liquide eau plate, j'imagine. Et dans ce cas-là, à tester, donc si on n'est pas, si c'est pas ortho, ça dépend aussi, ça va être le dépistage. Donc le dépistage, il en existe plusieurs, hein. Vous avez le test au verre d'eau de Pipo, où là justement vous allez tester vraiment de l'eau plate tempérée. Vous allez tester avec un verre. Vous demandez à la personne de boire entièrement le verre d'eau tranquillement, mais que des déglutitions qui s'enchaînent sans pause, et vous allez voir comment réagit la personne, s'il y a une modification de la voix, et là, ça permet de dire si la personne elle a un risque ou pas d'avoir des troubles de la déglutition. Ça ne vous donnera rien d'autre. Après, au bilan ortho, nous, au moment de l'observation du repas, on va tester plusieurs choses, mais on va notamment tester l'eau gazeuse et tout ce qui va être un peu à risque pour voir justement comment réagit la personne. Et puis, tout ce qui va compter aussi dans les tests, ça ne va pas juste être la texture ou le côté gazeux, ça va être aussi la température, le goût, parce que parfois un café chaud va passer et de l'eau plate à température ambiante, ça ne passera pas. Pour autant, les deux, ça correspond à un niveau 0. Donc, il y a aussi des petites nuances dans ce qu'on peut tester et en fait dans les résultats qu'on peut mettre. Hein. Ça peut arriver parfois, c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Donc, je remercie mes collègues diètes parce que très souvent, je vais faire des choses un peu composées, c'est-à-dire que l'entrée va être mixée et le dessert aussi, mais le plat, ça va être en haché. Ça va être des légumes plutôt mous en petits morceaux avec de la viande hachée enrobée de jus. Mais parce que ça permet à la personne d'avoir quand même un petit peu de choses à mastiquer, mais il n'y aura pas suffisamment de compétences pour tout un repas comme ça. Donc voilà, on ajuste un peu selon aussi ce qu'on a de possible à l'hôpital. Intéressée également par la formation pour les orthos. Alors moi, je me suis formée avec Virginie Ruglio, donc j'ai mis quelques de ses références là, sur... j'ai oublié le nom de... C'est dysphagie neurogériatrique. Donc, c'est vraiment adapté à la personne âgée et notamment en EHPAD. Donc, et si on n'a pas d'ortho, comment faire militer pour avoir des orthos. Militer pour avoir des orthos, demander à des kinés. Il y en a peut-être qui sont formés. Mais il faut vraiment... Oui, non, c'est un problème. J'ai pas de solution à ça. Mais... Voilà, on est vraiment formé en fait pour ce genre de troubles sur le plan de la voix, de la parole, tout ce qui concerne le larynx et en fait les organes phonatoires. Enfin, du coup, ça fait vraiment partie de notre spécialité. Donc,
c'est pas des compétences qui vont être forcément qu'on peut transférer à toutes les professions. Donc, c'est ce qui fait que c'est délicat, en fait. Merci. Voilà, après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Du coup, s'il reste juste quelques minutes, j'avais reçu un mail par rapport au DSA PAC. Oui. Je me permets juste de faire une petite Je nuance. ne sais pas si Anne-Laure Gibier est là. Est-ce que c'était Anne-Laure Gibier? Alors, Oui. je regarde. J'ai pas l'impression. Si Anne-Laure, tu es là, n'hésite pas à le dire, mais j'ai pas l'impression. Parce que du coup, c'est le DSA PAC, c'est un test de Guthrie et Lozano, je crois que c'est ça, qui date de 98. Et il y a un peu un flou sur le fait que ce soit justement un test de dépistage, ce que je vous disais par rapport au fait que ce soit une réponse binaire oui/non, ou vraiment un examen, une évaluation ortho. Et du coup, c'est pas forcément dit, mais c'est quelque chose qui n'a jamais été validé. Donc, c'est énormément vendu, notamment par Nutrisens, et c'est pas forcément un problème. Hein, ça veut pas dire que c'est vraiment. C'est juste que c'est pas validé et qu'en ce moment, on va beaucoup vers tout ce qui est evidence-based practice, et que là, c'est pas le cas en fait. Donc, c'est très diffusé et ça peut être intéressant si jamais c'est validé. Mais et a priori, il y a un petit peu une confusion sur les rôles et les missions, puisque c'est en même temps une évaluation, mais en même temps, ça peut être fait par tout le monde. Et on a tendance à défendre que le fait que non, justement, l'évaluation de la déglutition peut vraiment être faite par des personnes formées comme kiné, ortho. Et ensuite, on peut nous former au dépistage des troubles de la déglutition, mais pas à l'évaluation. Voilà. J'apportais juste ça parce que je sais que c'est assez répandu comme test aussi. Voilà. Merci, Pauline. Merci à vous. N'hésitez pas, on a juste peut-être encore deux. Une main levée. Il y a une main levée, voilà. Agnès Rondeau, oui. On ne vous entend pas, votre micro est coupé, si vous voulez l'activer. Merci, c'est juste pour vous remercier. Ah, merci beaucoup. C'est gentil. Bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Merci. Merci. Merci à tous. Oui. Et donc, on se charge, alors peut-être plus la semaine prochaine ou toute fin de semaine avec Lola de vous transmettre les éléments qui ont été discutés et également le lien vers le replay.